Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'échiquier international. L'échiquier international, ce soir, braque les projecteurs sur les élections américaines et surtout leur impact sur le déroulement des événements politiques au monde. Nous aurons tout vu sur cette scène et des images innommables d'un criminel de guerre qui prend la parole comme un héros au sein du Congrès américain, se croyant en terrain conquis et parlant avec arrogance, une arrogance qu'il n'a pu avoir sans l'impunité et la protection de ses alliés de la classe politique américaine. Nous évoquerons ce soir également le discours ou le narratif de Kamala Harris, plutôt en faveur de la Palestine, le pourquoi et le comment. Pendant ce temps, la guerre à Gaza reste plus que jamais présente, avec le plaidoyer de l'Algérie qui dénonce le génocide et insiste sur l'application d'un cessez-le-feu durable au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout de suite, les développements. Alors pour en parler, nous accueillons nos deux invités. Gamal Abina, expert en questions internationales, il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et Salman Harfi, ancien ambassadeur de Palestine à Paris, il est avec nous également en direct par Skype depuis Paris. Salman El Harfi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est tout mon devoir. Très bien, par téléphone, effectivement. Et alors, pour commencer, la question qui se pose, et tout le monde l'a vu, un certain Premier ministre de l'entité sioniste qui se pointe lors d'une visite aux États-Unis, bien entendu, au Congrès américain, il fait son discours avec la désapprobation de certains et peut-être le consentement d'autres. Gamal Abina, pour commencer, que faut-il ou comment faut-il qualifier ce discours comme ça? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, du discours de la honte? Oui, enfin, discours de la honte. Il y a bien longtemps que la notion de honte ou de fierté a disparu chez ce monsieur. En réalité, ce qu'il faut noter, c'est pas tellement son discours qui est honteux, c'est la présence des congressistes américains qui applaudissent toutes les 15 secondes de façon ridicule avec des standing ovations. Enfin, vraiment, on est vraiment dans les jeux du cirque où ces criminels savent parfaitement ce qui se passe en Palestine. Ils sont pas gênés finalement. C'est les mêmes qui étaient à la manœuvre à l'époque quand on devait détruire l'Irak où ils ont tué plus de 3 millions de personnes. Donc ça pose pas de problème. De leur point de vue, d'un point de vue occidentaliste, d'un point de vue extrêmement raciste, parce qu'il y a toujours une dimension raciale dans l'histoire, effectivement, accueillir un criminel de guerre, accueillir ce personnage qui est absolument odieux, menteur et fourbe, ne pose pas de problème. Ils savent très bien qui il est, ils connaissent ses habitudes de mensonge. Il a été mentir sur tous les chiffres, sur le nombre de morts. Enfin bref, il nous a sorti un roman un peu ridicule. C'est un Américain lui aussi, faut pas l'oublier. C'est pas son vrai nom, Netanyahou d'ailleurs, faut pas l'oublier non plus. Mais c'est surtout un personnage qui est habité par une obsession idéologue d'un dominant face à l'Orient. Il a cette idée-là, où il fait croire qu'il a des amis arabes, alors que ce ne sont que des dirigeants arabes traîtres qui le suivent, et où il fait croire qu'il va protéger la région en demandant, quand il va aux États-Unis, non pas le fait de l'aider dans la guerre, c'est déjà le cas et c'est acté, mais le fait de bombarder l'Iran. C'est son obsession. Ça fait 30 ans que ça dure. Il en parle toujours. Il dit que le monde civilisé, parce qu'il se croit civilisé, ce barbare, ce monde civilisé doit en finir avec l'Iran qui serait, soi-disant, le monde des barbares. Bon, c'est déjà méconnaître l'histoire du Moyen-Orient et oublier que lui fait partie des barbares, puisqu'on voit bien que quand un homme tue plus de 20 000 enfants, bombarde massivement et les chiffres commencent malheureusement à sortir, on commence à voir la réalité, non pas des chiffres du Hamas qui étaient largement sous-évalués, mais des chiffres du massacre de masse et du génocide perpétré par ce criminel de guerre. On se rend bien compte qu'effectivement, lorsque les congressmen l'applaudissent, ils le font parce qu'ils sont simplement de vulgaires complices. Oui, au fait, il dresse un tableau du Moyen-Orient et des pays du Moyen-Orient comme étant des pays sauvages, qui étaient donc des pays assoiffés de sang, alors que il oublie que c'est une région qui est un petit peu le berceau de la civilisation dans laquelle il vit aujourd'hui et grâce à laquelle il peut bombarder des innocents à Gaza. Salman El Harfi, justement, alors ce discours, on l'a tous entendu, comme on a entendu le discours de Biden d'ailleurs, mais aujourd'hui, on ne s'étonne pas ou on s'étonne de trouver le Premier ministre Netanyahou, qui en principe devrait être jugé derrière les barreaux, plutôt que d'être au sein du Congrès ovationné. Est-ce que cela n'a pas fait tomber finalement les masques ou le masque que portent certains politiques aujourd'hui américains avec leur hypocrisie et leur complicité de bout en bout aujourd'hui dans cette guerre contre Gaza? D'abord, c'est le masque de tout l'Occident. L'Occident qui a propagandé que
la démocratie, la libre expression, contre le génocide tout entier à travers l'histoire, et été masqué complètement. Et c'est le discours de honte, c'est la présence honteuse de voir des parlements qui prétendent être un parlement démocratique, qui prétendent de protéger les droits de l'homme, de protéger les peuples. Ils ont double politique et double mesure. À propos, quand il s'agit de la Palestine, est différent complètement. Et il a acquis un criminel de guerre qui était jugé, qui a été condamné par la Cour de justice internationale, aussi bien la Cour criminelle internationale. Et ça, c'est tout ça, il est accueilli avec bras à droite des républicains et certains démocrates et certains et d'ailleurs c'est la troisième fois que Monsieur Netanyahu il joue une grande pièce de théâtre dans le Congrès américain, parce que tout le monde maintenant, il demande, même les Américains, qui demandent est-ce que ça c'est les vrais élus du peuple américain, et ils mettent sous la question cet crime qui est commis contre les valeurs du peuple américain et contre toutes les valeurs internationales, et à quelqu'un qui est un criminel de guerre qui s'adresse à un congrès pour faire des mensonges de A jusqu'à Z. Oui. Soit dans ses affaires politiques, soit dans les chiffres, soit dans les crimes qui est commis. Et il prétend que c'est une guerre contre l'Iran. Non, c'est une guerre criminelle de génocide contre le peuple palestinien. Oui. Et nous faisons appel au peuple américain de faire la distinction entre la position du peuple qui se lève dans les universités américaines et ses représentants au Congrès, qui sont tous bandits au lobby sioniste. Oui, très bien. Vous faites bien de parler de mensonges, parce que vous-même, Salman Harvi, m'avez donc notifié cette information. Alexandria Ocasio-Cortez, qui est membre du Congrès américain, avait tweeté, et dans son tweet, elle a dit que, de toute façon, la moitié de l'Assemblée, du Congrès, avait quitté pour protester contre la venue de Netanyahou, et que, devant ce manque d'effectifs, ils ont dû faire appel à des comparses. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien un membre du Congrès. Et pour terminer, pour continuer plutôt, Gamal Abina, on a vu que ce qui s'est passé d'ailleurs dans ces élections américaines, avec le changement qu'il y a eu lors de la campagne, donc c'est Kamala Harris qui prend un petit peu le relais à Joe Biden, qui ne tardera pas, bien sûr, à laisser la place officiellement, bien sûr, à Kamala Harris. N'empêche que depuis quand même hier, depuis jeudi, Kamala Harris a mis un petit peu dans son discours une sorte de virulence, j'allais dire ainsi. Bon, parce qu'on n'a pas été habitué, mais on va voir par exemple des phrases comme ce qui s'est passé ces derniers mois à Gaza est dévastateur. Alors on se rend compte que finalement c'est dévastateur 9 mois après le massacre. Et comme je viens de le dire au Premier ministre, parce qu'elle a rencontré quand même Netanyahou, il est temps de conclure un accord. Donc finalement, dans le propos de Kamala Harris, il y a du changement. Est-ce que vous pensez que finalement, le changement de Kamala Harris va se traduire sur le terrain par des faits, ou c'est juste, comme on dirait, des discours de campagne ? Ça s'appelle des discours vraiment pour endormir la population. C'est ridicule, c'est parfaitement... C'est une menteuse, on peut utiliser le bon terme. N'oublions jamais que cette femme,
en 2003, a voté l'augmentation des budgets militaires pour détruire l'Irak. N'oublions jamais que cette femme est mariée avec un ultrationniste. N'oublions jamais que cette femme, qui est une femme en l'occurrence, sait parfaitement qu'aux États-Unis, déjà, pour gagner une élection, il faut être un homme, parce que c'est un pays extrêmement misogyne, et puis surtout qu'elle a un retard considérable par rapport à son concurrent Trump, parce que ce qui se passe, c'est que Trump a perdu sa dernière élection parce qu'il a fauté sur la question du Covid. Et là, il se trouve que le groupe de Kamala Harris, donc ce groupe de complices de l'État sioniste qui ont alimenté la guerre pendant 9 mois sans jamais la moindre question, eh bien, il se trouve qu'ils se rendent bien compte que leur base électorale est plutôt vent debout contre ça, et ils se rendent bien compte effectivement que le Covid de Trump sera la Palestine pour eux. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils voient qu'ils ont un retard considérable dans les sondages, ils voient que Trump, en plus, après l'attentat qu'il a subi, est devenu très populaire parce qu'il a la figure du héros qui se relève après une balle qui a fait lui emporter la tête, et donc, effectivement, elle joue son batou. Mais c'est une sioniste avérée, redoutable, fourbe, puisqu'elle ne dira pas la vérité, et c'est quelqu'un qui essaie d'endormir la population. On savait très bien que l'arrivée de Biden au pouvoir, ce serait des guerres un peu partout. On les constate aujourd'hui. Hein. Je ne parle même pas de l'Ukraine, mais quand on voit la Palestine et quand on voit plusieurs autres pays, on voit bien que l'Afghanistan, ça ne s'est pas pacifié malgré tout. On voit bien que l'Irak, ça ne s'est pas pacifié puisqu'ils n'ont pas évacué. On voit bien que le Yémen, ils interviennent militairement avec l'Angleterre. Donc, il ne faut pas se tromper. Mais n'oublions jamais une chose essentielle à mon sens. En dehors de son discours juste cosmétique pour cacher la vérité de sa pensée fourbe, cette femme déteste les Palestiniens. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu le moindre signe la concernant à destination de la Palestine. Ce qu'elle dit aujourd'hui être problématique, catastrophique en l'occurrence, elle dit cette guerre est perdue, elle le sait parfaitement. Face à un obsédé de la guerre qui est Netanyahou, qui est incapable d'atteindre les objectifs de guerre, à savoir libérer ce qu'il appelle les otages et surtout liquider le Hamas, puisque maintenant il discute avec le Hamas et liquider la bande de Gaza en espérant de déporter la population, eh bien ce monsieur Netanyahou a quand même un point commun avec un des plus grands criminels de guerre de l'humanité, Adolf Hitler, je le rappelle, c'est que tous les deux ne revendiquent pas le génocide. Il n'a jamais dit Hitler qu'il avait fait un génocide, il n'en parle même pas, il considère que c'est quelque chose qui sera écrit à la victoire par lui et donc en minimisant les pertes. Eh bien c'est pareil pour Netanyahou. Hitler voulait être architecte, Netanyahou qui va au MIT voulait être architecte, Hitler devient chef de guerre comme Netanyahou et ils attaquent des populations sans défense comme Netanyahou. Donc le point commun est évident et lorsque Kamala Harris nous sort les violons et nous endort sur un discours complètement ridicule, c'est juste parce qu'elle est très inquiète pour sa propre carrière politique. Elle se sait en danger, elle sait qu'elle perdra les élections, donc elle joue de son bateau pour faire croire qu'elle est modérée. Mais ce n'est pas une modérée. Il faut y voir les 8 mois qui sont passés, pas un mot pour les Palestiniens. Donc moi je considère que cette femme est une criminelle, comme le type qu'elle dirigeait littéralement, Biden, qui était un vieux sénile grabataire. Ce sont une troupe de criminels qui ont soutenu à plein régime sioniste. Oui, très bien. Alors, Salman Harfi, est-ce que vous pensez poursuivre un petit peu dans la lancée l'idée de Gamal Abina? Est-ce que vous pensez que finalement Raza s'est introduit dans la campagne électorale comme un créneau de campagne pour gagner ou tenter en tous les cas de gagner toute cette masse pro-palestinienne qu'on a vue aux États-Unis? C'est-à-dire que tous les Américains ont montré finalement qu'ils étaient avec les Palestiniens et qu'ils les soutenaient parce que ce sont eux les victimes. Est-ce que vous ne pensez pas que Kamala Harris est en train justement de produire ce genre de discours très séduisant pour pouvoir avoir toute cette masse à son profit? Permettez-moi de dire clairement et nettement et sincèrement, nous avons plus de confiance dans les dirigeants américains. Oui. Les dirigeants américains, depuis 50 ans, on dialogué avec eux, on a négocié avec eux, ils n'ont jamais tenu de leur parole, ils n'ont jamais tenu donner une solution. Ce qu'il faut, c'est d'être au service de l'État d'Israël. Ça veut dire au service de lobby sioniste. Et les intérêts de ces dirigeants, ils se rejoignent aux intérêts des dirigeants israéliens et ils sont partenaires dans la guerre de génocide contre le peuple palestinien. Les États-Unis, l'administration de Biden ou bien des autres, ils étaient toujours à l'appui d'Israël et ils ont bloqué toutes les tentatives internationales, le monde entier, soit dans l'Assemblée générale des Nations Unies ou soit dans le Conseil de sécurité. Et surtout nos frères algériens, quand ils ont présenté leur projet de résolution, celui qui a bloqué, c'est les États-Unis, c'est l'administration américaine de Biden et Mme Harris, c'est le vice-président. Mais ça, c'est une campagne électorale qu'ils utilisent. Ils n'ont jamais respecté leur discours, ils n'ont jamais respecté leur engagement. Combien de fois
qu'ils ont parlé de cessez-le-feu au Conseil de sécurité, à la Cour internationale de justice, dans toutes les assemblées nationales des Nations Unies, et celui qui bloque, c'est les États-Unis, c'est l'administration américaine du Parti démocratique, soit qu'il est le président, ou bien le vice-président, ou bien le ministre des Affaires étrangères. Quand lui descend de l'avion à Tel Aviv, il dit « Je viens pas seulement en tant que ministre des Affaires étrangères des États-Unis, mais en tant que juif, de défendre l'État d'Israël ». Ça veut dire qu'ils soldent, ils vont les armements le plus destructifs à Israël, c'est les États-Unis, qui envoient les bombes à 200 kilogrammes. C'est les États-Unis. Tous les armements interdits internationalement qu'ils ont utilisés pour détruire Gaza, pour tuer notre population civile. Il y a les actuels qui sont reconnus par le monde entier. Il y a le double. Ça veut dire qu'il y a plus de 150 000 Palestiniens qui sont tués ou bien assassinés ou bien blessés. Oui. Ça, ce que on annonce et ce que les gens qui ont dans toutes les agences internationales qui ont reconnu ces chiffres. Mais aussi, il y a sous le décombre des maisons et des buildings qui étaient démolis par les avions israéliens et par la marine israélienne, par l'artillerie israélienne, par les tanks israéliens. Il y a des milliers d'enfants et des civils qui sont sous le décombre. Ça veut dire qu'il y a plus de 250 000 Palestiniens blessés et mourir dans cette guerre-là. Et voilà les États-Unis qui bloquent les cessez-le-feu. Ce que nous voulons un cessez-le-feu immédiat et permanent. Très bien. Et d'introduire tous les criminels de guerre comme la Cour internationale de justice. Devant la Cour internationale de justice. Oui, la Cour internationale de justice, il a fait son rôle malgré la pression, malgré la menace, malgré la menace directe par des membres du Congrès américain, 12 membres du Congrès américain qui ont menacé le juge de ça. Imaginez-vous qu'il y a un pays africain qui menace un juge. Qu'est-ce qu'ils vont faire, l'Occident? Beaucoup de choses, ils vont faire beaucoup de choses, ne vous en faites pas. Double mesure de poids. Très bien, M. Salman El-Harfi, vous faites bien d'aborder cette question parce que de toute façon, l'Algérie, depuis le début du conflit, c'est-à-dire il y a 9 mois déjà, n'a pas cessé d'être sur une position, la seule et l'unique, à savoir celle de défendre le droit des Palestiniens d'abord à être libres, d'avoir un État et surtout un cessez-le-feu durable. D'ailleurs, c'est ce qu'a prôné l'Algérie jusqu'ici et jusqu'à l'instant même. Je vous propose, messieurs, d'écouter notre représentant spécial ou notre représentant auprès de l'ONU, Ammar Benjama, sur la question. La Russie, la Chine et mon propre pays, l'Algérie, ont convoqué la présente séance afin de mettre en lumière la nécessité impérieuse d'unir nos efforts, de coordonner notre riposte face à la crise humanitaire qui sévit à Gaza. La présente séance est une lueur d'espoir. Espoir de mettre de côté nos divergences et de nous unir. Mais l'espoir seul ne suffit pas. La population gazaoui a besoin de plus que simplement notre compassion. La population de Gaza a besoin que nous agissions de façon résolue. À Gaza, des enfants pleurent car ils ont faim. Les hôpitaux sont inondés de blessés, de morts. Les familles se hâtent dans les décombres de ce qui était jadis leur maison. Mais cette tragédie n'est pas une tragédie éloignée, c'est une catastrophe qui se déroule devant nos yeux, en temps réel, défiant l'essence même de notre humanité. Et nous ne pouvons pas détourner les yeux, nous ne pouvons pas garder le silence, et nous devons à tout prix agir. En effet, l'histoire nous jugera et
les voix de la population gazaoui qui souffre résonnent en cette salle. Nous posons une question très simple. Si le Conseil de sécurité n'agit pas, qui le fera? Si le Conseil de sécurité n'agit pas maintenant, quand le fera-t-il? Eh ben voilà, deux bonnes questions posées par notre représentant auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Gamal Abina, qui le fera? Certainement pas le Conseil de la sécurité, puisque la sécurité est menée par les États-Unis. Le problème de ces questions, c'est pour ça que l'hypocrisie de Mme Harris, qui prétend aujourd'hui vouloir soi-disant revoir un peu sa copie, c'est elle qui a systématiquement, avec son collègue Biden et son gouvernement, toujours opposé une fin de non-recevoir, même à un cessez-le-feu, à un arrêt des combats, à une poursuite. Enfin, systématiquement, les États-Unis ont travaillé pour l'intérêt des États-Unis. Il ne faut pas se tromper. C'est pas Israël qui dirige, c'est bien le contraire qui dirige. C'est bien les États-Unis qui dirigent cette entité. Et dans le discours de Netanyahou qu'il a prononcé devant ce congrès complètement médusé, délirant, je veux dire, c'est un congrès où on a l'impression de voir des fous qui, toutes les 20 secondes, étaient debout en train d'applaudir. Il disait une chose que disait son maître à penser, Theodor Herzl. Nous serons et nous sommes le bras avancé de la civilisation face aux barbares. C'est systématiquement le même discours. Ces gens sont des racistes, croient qu'ils sont civilisés et sont en train de bombarder les plus grandes civilisations au monde. Il ne faut jamais le perdre de vue. Aujourd'hui, Gaza est devenu un champ de ruines dans lequel des milliers de personnes sont assassinées. Ce n'est pas une guerre, il ne faut jamais se tromper. Ça s'appelle un massacre. Une guerre, il y a une armée face à une armée. Là, il n'y a pas d'armée. Là, c'est une petite guérilla face à une des armées des plus équipées au monde, les plus technologiquement avancées et qui utilisent l'AI, l'intelligence artificielle. Ce sont des criminels raffinés et barbares en même temps. De ce point de vue-là, ne croyons surtout pas la parole de Harry. Je préfère encore un fou comme Trump au pouvoir que elle, parce qu'au moins, avec Trump, les choses sont très claires, il les annonce. Alors qu'elle, elle joue la fourbe pour taper encore plus fort derrière. Très bien, vous faites bien de le dire parce que finalement, la question revient à chaque fois, on l'a vu, à chaque élection américaine, on se pose la question, quelle sera la politique américaine qui sera déployée au Moyen-Orient? Avec des espoirs peut-être, et on finit très très vite par déchanter. Justement, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore espérer Salman al-Arfi entre démocrates et républicains? Finalement, quelle différence pour les Palestiniens? Pour le Moyen-Orient de manière générale. Cette question a été posée il y a plus de 64 ans. On n'a pas de réponse pour l'instant. C'est une question qui s'était posée longtemps, en 1960 à Castro, qui fait la différence entre le républicain et le démocrate. Il a dit sont les deux face de la même monnaie. Oui. Et c'est les États-Unis qui mènent la guerre contre le peuple palestinien actuellement. C'est une guerre de génocide. Parce que si les États-Unis ils veulent arrêter cette guerre-là, demain ils s'arrêtent. Oui. Israël, ce n'est rien devant la décision américaine. C'est lui qui encourage Israël, c'est lui qui donne l'armement à Israël, c'est lui qui participe avec Israël dans la guerre, c'est les États-Unis. Et nous n'avons aucune confiance dans les États-Unis. Mais, on peut dire ça, c'est notre peuple a souffert et il souffre. Des hôpitaux qui sont détruits, nos enfants qui ils meurent de famine. Mais tout ça, ils ne vont pas détruire la volonté de continuer la libération de la Palestine. Nous sommes prêts à sacrifier toute notre vie pour la libération de notre peuple. Mmh. Eh ben justement, c'est ça le problème, c'est que les Palestiniens ont toujours enduré. Gamal Abina, finalement, les élections américaines ont un petit peu cette chose qu'on n'arrive pas à expliquer, qui tiennent en haleine tout le Moyen-Orient. Et à chaque fois, ça a été la même chose. Je veux dire, lorsqu'il y avait la guerre au Liban, on disait, bon, avec les démocrates, ça sera différent, peut-être avec les républicains. Finalement, quand il s'agit de l'entité sioniste, il n'y a ni démocrate ni républicain. Il y a un seul intérêt. Vous savez, il n'y a eu que deux grands présidents. Un grand président américain, il y en a eu un seul, et un futur président qui a été assassiné malheureusement dans les années 60, à la fin des années 60, qui était Robert Kennedy. Pas le frère. John Fitzgerald. Le frère Robert Kennedy était un homme honnête qui était pour la paix. Et on a eu effectivement Carter, qui était un homme de paix, d'ailleurs, il a tout fait jusqu'à Camp David. C'est les deux seuls présidents démocrates dont on peut dire, enfin, le futur président, dont on peut dire qu'ils voulaient la paix. Le reste, c'est tous des voyous, c'est tous des gens qui ont un intérêt supérieur, à savoir protéger leur base avancée au Moyen-Orient. Donc ces gens-là ne sont absolument pas pour la paix.
Merci beaucoup Gamal Abina d'avoir donc été bref pour cette dernière question. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je rappelle qu'était avec nous donc Gamal Abina, expert en questions internationales depuis Paris, et Salman Al-Harfi, l'ancien ambassadeur de la Palestine à Paris. On se retrouve demain pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.